Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonsoir à tous, les titres de ce soir. En fin de mission sur le sol ivoirien, l'ambassadeur suisse a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara. Thomas Licher a évoqué les investissements de son pays en Côte d'Ivoire, notamment la contribution des groupes suisses à la transformation des produits agricoles ivoiriens. La première dame Dominique Ouattara a lancé ce mardi le tournoi de football qui porte son nom. Organisé chaque année par la Fondation Children of Africa, cette compétition vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances. La 12e édition cette année se déroule dans 60 localités. Le commerce équitable vise essentiellement à améliorer les conditions de vie du producteur et lui permettre de vivre décemment des fruits de son labeur. C'est une notion qui est arrivée en Côte d'Ivoire en 2004, 15 ans après. Quelles sont les avancées, quels avantages pour les producteurs ivoiriens et qu'Oplus s'y intéresse. Et puis Hajj 2019, le premier vol ivoirien est arrivé à Médine ce matin avec 500 passagers à son bord. En tout, 9000 Ivoiriens vont accomplir cette année ce 5e pilier de l'islam. Les départs se feront à raison de 1 vol par jour. 20h, merci à tous de suivre l'information sur RTI 1. L'ambassadeur suisse en Côte d'Ivoire a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Le diplomate a fait ses adieux au président ivoirien car il est en fin de mission dans le pays. Il a salué le rôle important que joue la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que son repositionnement dans le concert des nations. Chiram Kofi Abola. Thomas Licher en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate suisse a rencontré à cet effet ce mardi le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à la tradition. Il a indiqué avoir saisi cette occasion pour passer en revue avec le chef de l'État ivoirien les activités menées au cours de sa période d'affectation sur le sol ivoirien. Moi, j'ai eu le privilège d'être en Côte d'Ivoire pendant une période très positive dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que le pays n'a pas simplement retrouvé sa pleine souveraineté, mais a pu assumer des responsabilités toutes particulières, par exemple en tant que membre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Côte d'Ivoire, si vous voulez, a retrouvé sa place, sa juste place dans le concert des nations. En ce qui concerne nos relations, il y a un pilier principal qui est le pilier économique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises suisses présentes en Côte d'Ivoire et ce que j'ai pu accompagner, c'est vraiment un accompagnement de ces entreprises, de l'essor qu'a pris la Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est-à-dire il y a eu des investissements nouveaux, mais il y a aussi eu un engagement plus approfondi dans le domaine qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Pour Thomas Licher, ces nombreuses années en Côte d'Ivoire constituent un moment de parfaite collaboration avec les autorités ivoiriennes, notamment sur le rôle combien important des entreprises suisses dans la transformation des produits agricoles ivoiriens. L'ambassadeur suisse quitte Abidjan après y avoir passé 5 ans. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé ce mardi le tournoi de football Dominique Ouattara. Il va se jouer dans 60 localités ivoiriennes. Cette compétition sportive, initiée chaque année par la Fondation Children of Africa, est sa 12e édition. La cible, les jeunes de 7 à 15 ans en cette période de vacances scolaires. Mahama Traoré et Herman Guivé. Séance d'entraînement entre footballeurs amateurs et professionnels de renom. La scène donne un avant-goût d'un événement majeur. Il s'agit du tournoi de football, doté du trophée Dominique Ouattara. Initié depuis 2008 par la Fondation Children of Africa, cette compétition va connaître sa 12e édition lors de ses vacances. Elle va égayer les populations des 60 localités retenues, à la grande satisfaction des élus locaux. D'une activité associant votre nom doublé de votre image, c'est une mobilisation sans pareil et une espérance de la proximité nourrie par les populations qui accueillent l'événement. Bien que ce tournoi ait pour cible direct la jeunesse, nous sommes convaincus de l'adhésion de toutes les couches sociales, élus, cadres, autorités coutumières, femmes, jeunes et enfants. Sans distinction ethnique,
religieuses et associatives des localités bénéficiaires du projet. Au nom du mouvement sportif, Paulin Dao a exprimé sa reconnaissance à la première dame Dominique Ouattara. Pour lui, ce tournoi est un facteur d'épanouissement et de cohésion sociale. L'action que vous menez aujourd'hui est le juste prolongement de l'axe 5 du programme social du gouvernement, piloté de main de maître par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous le leadership de votre époux, le président Alassane Ouattara. Faire en sorte que les Ivoiriens aient le bien-être partout où ils sont en Côte d'Ivoire. Et ce bien-être ne passe pas seulement par la construction de ponts, ne passe pas seulement par la construction d'hôpitaux. Il passe aussi et surtout par le sport, parce que grâce au sport, nous pouvons lutter contre les maladies métaboliques, mais nous pouvons aussi surtout renforcer notre cohésion sociale. Pour la présidente de la Fondation Children of Africa, ce tournoi contribue à l'éclosion des futurs champions. Nous avons constaté que les tournois de football maintiennent nos enfants loin des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Les enfants ressortent des tournois plus épanouis et surtout marqués par des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline, valeurs cardinales à la pratique du football. Car c'est entre autres par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du social, que la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, nos enfants, âgés de 7 à 15 ans, d'une soixantaine de villes et de communes sur toute l'étendue du territoire national, bénéficieront gratuitement, cette année encore, de ce tournoi qui s'achèvera avant la prochaine rentrée scolaire. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter toutes nos jeunes filles qui feront partie de ce tournoi et qui montrent que le football féminin a de l'avenir en Côte d'Ivoire. Le coût global de ce 12e tournoi de football, doté du trophée Dominique Ouattara, s'élève à 55 millions de francs CFA. Les députés ivoiriens ont adopté en commission ce mardi le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Désormais, les partis et groupes politiques doivent présenter au moins 30% de femmes dans les listes lors des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Kolo Coulibaly. C'est une loi qui instaure un quota, 30% de femmes dans les listes lors des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Désormais, tous les groupements et partis politiques doivent respecter cette disposition légale. C'est ce que dit le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, adopté à l'unanimité par les députés de la Commission des affaires sociales. Nous partons déjà actuellement de 11,90% à l'Assemblée nationale, de 3% dans les régions. Vous avez une seule femme présidente de région et vous avez 7% pour les maires. Donc, si nous allons aujourd'hui à 30% sur les listes de candidatures et que nous travaillons à ce que les femmes se portent candidates, nous aurons fait une grande avancée. Et ensuite, nous pourrons atteindre les 50%. Ce projet de loi passera en plénière. Son article 4 indique que tout groupement ou parti politique dont la liste aux élections atteint au moins 50% de femmes bénéficiera d'un financement public supplémentaire. Le décret d'application va préciser toutes les modalités de la mise en œuvre de cette loi. Les députés et invités n'attendent pas pour saluer cette décision. Cette loi va faire sortir les femmes du monde associatif. Elles vont enfin brandir le drapeau pour entrer dans la sphère politique. Les femmes sont heureuses, nous applaudissons, nous sommes contentes, nous partirons partout pour expliquer cela à nos sœurs qui attendent cette loi-là. Il faut une véritable campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes filles pour qu'elles puissent être au niveau de ce leadership que nous favorisons maintenant à travers cette loi. Pour l'instant, dans les assemblées élues, il y a un peu plus de 11% de femmes. Ce projet de loi vise à atteindre les 50% comme le stipule la Constitution en son article 36. Les parlementaires africains travaillent à mettre sur pied une association des Sénats d'Afrique. Ils sont au Congo dans le cadre du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé. Le président du Sénat ivoirien, Aoussou Jano, a manifesté son adhésion à ce projet. Herman Guivet.
Faire parler d'une même et seule voix, les Sénats et Parlements d'Afrique dans les arènes internationales, c'est le but fixé à l'Association des Sénats et Parlements d'Afrique, réunie à Kintélé en République du Congo en marge du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé. Les participants présidents d'institutions parlementaires ont pris d'importantes décisions quant à la mise en place de ce projet. Prenait part à cette rencontre le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio Jano. Les participants ont unanimement salué et accepté le principe de création de l'Association des Sénats d'Afrique. Les participants ont par consensus désigné M. Pierre Ngolo, président du Sénat du Congo, pour coordonner la conduite du dit projet. Ils ont également convenu de poursuivre leurs échanges à Midland, Afrique du Sud, lors de la 10e réunion annuelle des présidents de l'Assemblée et des Sénats d'Afrique qui se tiendra du 5 au 7 août 2019. Une cérémonie de clôture du sommet marquée par plusieurs allocutions, entre autres celle du président du Parlement panafricain, Nkodo Deng, sur les défis à relever par les parlementaires pour ce qui est du financement du VIH et de la santé. Nous devons dépasser le seuil des déclarations pour pousser nos exécutifs à poser des actes. Et la satisfaction ici sera générale si elle atteindrait les pauvres populations qui sont dans les fins fonds du village, qui n'arrivent pas à avoir les soins de santé. Les participants ont exprimé leur gratitude au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la qualité de l'accueil dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée en terre congolaise. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, le sénateur français Richard Yung, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, partage son expérience avec les sénateurs ivoiriens issus des commissions sécurité, défense et des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à cette journée portes ouvertes des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Elles sont 12 et veulent permettre aux Ivoiriens de mieux les connaître. Michel Digré nous en dit davantage. Le constat est que nos institutions sont peu ou mal connues des citoyens, qui à tort ou à raison continuent de s'interroger sur la pertinence de leur existence et leur utilité dans la vie quotidienne. Pour changer cette perception, le ministère chargé des relations avec les institutions de la République organise des journées portes ouvertes. Ces journées ont pour objectif d'offrir à ces institutions et à nos concitoyens une occasion d'échange direct entre eux afin que les barrières laissent place à l'ouverture et à la connaissance. Cet événement sans précédent dans notre pays est une initiative qui rentre dans la vision du président de la République. C'est une démarche qui vise à donner des outils à la population afin qu'elle puisse mieux comprendre et agir dans la vie de la nation. Du 22 au 24 juillet prochain, les populations pourront, à travers ces journées, mieux s'imprégner des attributions des 12 institutions de la République. Le programme social du gouvernement ivoirien, Tiémé, à une vingtaine de kilomètres d'Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a reçu une ambulance et des équipements pour son centre de santé urbain. Également un nouveau bâtiment pour permettre à l'école primaire d'accroître sa capacité d'accueil, et cela dès la rentrée scolaire prochaine. Mama Traoré. C'est la fin d'un calvaire pour le centre de santé urbain de Tiémé. Localité située à 25 km de la ville d'Odiéné, capitale de la région du Kabadougou. L'évacuation des malades de cette formation sanitaire vers des hôpitaux plus adaptés est désormais chose possible avec cette nouvelle ambulance. Une réponse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux doléances des populations de Tiémé. Après la remise de l'ambulance, les populations m'ont demandé qu'on organise une cérémonie, une journée de reconnaissance au chef de l'État et à son Premier ministre pour ce geste, en plus ou en attendant la célébration du bitume dans la ville de Tiémé. Ensemble, nous avons la responsabilité de faire en sorte que nos parents soient heureux, qu'ils dorment tranquilles. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une ambulance. Si nous sommes unis, si nous essayons d'être responsables, nous allons avoir plus. Monsieur le représentant du Premier ministre, vous voudrez bien lui traduire la reconnaissance de nos populations pour tout ce qui a été fait et pour tout ce qu'il fera pour nous. Lui dire également que nous comptons sur lui pour faire en sorte que Tiémé et tous
le district du Denguélé ne soit pas oublié. Le centre de santé urbain de Thiémé a également reçu du Premier ministre des équipements biomédicaux, du mobilier de bureau et des produits sanitaires. Mais les efforts du gouvernement envers ce centre de santé ne vont pas s'arrêter là, assure le ministre de la Santé. Le centre de santé de Thiémé, chers parents, sachez-le, a déjà été bien programmé par son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour une réhabilitation dans l'ordre de 68 millions de francs CFA. L'ambulance contribuera assurément à l'optimisation des soins et tout particulièrement à la réduction des décès maternels et infantiles en améliorant le transfert médicalisé des patients vers les services spécialisés. Autre action du gouvernement à Thiémé, ce nouveau bâtiment de 3 classes offert à l'école primaire Koko. Pour le représentant du Premier ministre à cette cérémonie, Thiémé bénéficie ainsi du programme social du gouvernement. Le Premier ministre m'a chargé de dire aux populations de Thiémé de ne pas s'oublier. Le président Alassane Ouattara ne dort pas à cause de la Côte d'Ivoire. Il veut le bonheur de chacun et de chacune. Et il est aidé en cela par lui-même, en tant que Premier ministre, par tout un gouvernement. Il faut savoir demeurer soi-même. Il faut savoir garder la ligne. Il faut savoir rester solidaire. Les membres du gouvernement ont profité de cette double cérémonie pour remettre un nouveau véhicule de commandement au sous-préfet de Thiémé. Dans le domaine agricole, le CICC, Conseil consultatif du Cajou, enregistre une nouvelle adhésion. Le Cameroun en devient le 10e membre et le premier pays d'Afrique centrale à y adhérer. Noël Niagno. Pays observateur depuis les travaux de préparation et d'élaboration du CIC, Conseil international consultatif du Cajou, le Cameroun est désormais un membre actif avec des objectifs clairement affichés. En adhérant à ce Conseil international consultatif du Cajou, nous devenons membres des organes de décision et ceci permettra de bénéficier de toutes les opportunités qu'offre cette culture qui, pour nous, est importante parce que c'est une culture qui nous permettra d'équilibrer notre balance commerciale. Spéculation à forte valeur ajoutée, le premier producteur, qui est la Côte d'Ivoire, se donne les moyens d'atteindre le taux de transformation de 50% en un temps record grâce à des dispositions spéciales. Le gouvernement maintient le cap et a pour objectif de transformer 50% de sa production nationale. C'est ainsi que le Conseil des ministres a adopté récemment un projet d'ordonnance portant sur des avantages douaniers et fiscaux à l'endroit de tous les investisseurs dans le secteur du cajou. Ces avantages portent sur des exonérations de droits des douanes. Ces avantages introduisent la notion de crédit d'impôt et ces avantages également introduisent la notion de crédit d'impôt pour les opérateurs économiques qui ouvrent leur capital aux nationaux. Dans la même veine, des guichets ont été ouverts pour soutenir les promoteurs d'unités de transformation. L'avantage des appuis au niveau donc, du guichet A, nous pouvons aller jusqu'à 75 millions par projet. Au niveau du guichet B, qui est donc le guichet du milieu rural, nous pouvons aller à des subventions de 50 millions. Et au niveau donc, du guichet C, c'est donc des petites unités, de petits financements destinés aux coopératives. Là, c'est un volume de l'ordre de 20 à 30 millions qui sont réservés donc à ces projets. Une batterie d'acquis que va exploiter le nouvel arrivé. Toutes choses qui vont consolider le poids de l'Afrique dans la gestion de la chaîne des valeurs du cajou dans le monde et permettre au CICC d'être au cajou ce que le PEP est au pétrole. Le dossier économie EcoPlus de ce mardi s'intéresse au commerce équitable, un commerce qui vise une juste rémunération du producteur du Sud par le distributeur du Nord. Et ce concept de commerce équitable a été créé en 1964 par les Nations Unies. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2004. Il a permis au pays de compter aujourd'hui 255 coopératives certifiées. Mais quels en sont les principes, les avantages et aussi les inconvénients? Nadia Edja et Marine Cognan.
À Bingourou, 205 km à l'est de la ville d'Abidjan. La région est 3e productrice de cacao avec une production annuelle estimée à environ 20 000 tonnes. Parmi les coopératives qui contribuent au rendement de la région, plusieurs sont tournées vers le commerce équitable. Le principe, un engagement entre les distributeurs des pays du Nord et les producteurs du Sud pour garantir à ces derniers un revenu vital. Depuis 2012, la coopérative Capressa est engagée dans ce commerce. Il est environ 10 heures quand elle démarre son assemblée générale ordinaire ce jour. L'un des points de la réunion, les réalisations effectuées grâce aux ventes sous contrat équitable. Nous avons construit une école qu'on appelle école famille agricole, une école pour récupérer les jeunes déscolarisés, pour les former au métier de l'agriculture et à d'autres métiers, à ce qu'ils puissent se prendre en charge. Nous avons réalisé des fourrages, des pompes à motricité humaine dans des sections. Nous avons réhabilité des écoles primaires et nous continuons d'œuvrer aussi dans tant bien d'autres domaines pour que nos producteurs sortent de la pénibilité, de la précarité. Mais le label équitable, c'est aussi le respect des normes de production. Avec la certification, on nous donne des conseils de ne pas utiliser les produits qui viennent d'ailleurs. Parce qu'avant, on prenait n'importe quoi pour traiter. Quand on te dit que ce produit est bienvenu, tu sautes là-dessus. Mais depuis la certification est venue, ils nous ont fait savoir que tout ça là, c'est pas bon. Et puis, on ne doit pas faire travailler les enfants dans la plantation. Les produits équitables sont reconnus à travers la labellisation. 4 organismes de certification sont implantés en Côte d'Ivoire. La plus importante, le label Fairtrade, avec une affiliation de 251 coopératives sur 255 et 171 000 producteurs, soit une part du marché de plus de 98%. Pour définir le prix minimum vital et la prime à payer, une implication de tous les acteurs est nécessaire. Un exemple avec le prix du cacao. Les producteurs, les acheteurs, les détaillants, donc tous ceux qui interviennent dans la chaîne, même le Conseil du café cacao, tant en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, aussi le Cocoa Board. On a fait une analyse des coûts de production en ce moment. On a aussi fait une analyse de tous les autres coûts que le producteur supporte. Donc la prime a été revue à la hausse. Elle passe de $200 à $240 la tonne à partir d'octobre 2019. Le prix minimum donc aussi va passer donc de $2000 à $2400 la tonne. En cas de chute des cours sur le marché, le label garantit le prix minimum défini à payer aux producteurs. Le commerce équitable nous a permis en 2017 de soulager les producteurs au moment où le prix du cacao de 1100 francs la même année a chuté à 700 francs dans le mois de mars. Donc la petite campagne d'avril jusqu'à fin septembre, nous avons bénéficié d'un prix compensatoire. Outre le prix minimum, l'acheteur sous ce contrat devra reverser l'équivalent de 10% du prix d'achat comme prime au producteur. Un appui considérable pour le producteur, le label ne garantit cependant pas l'accès du marché aux clients. De 2015 à 2017, nous avons vendu près de 4000 tonnes. Mais depuis 2018, il y a une baisse considérable de près de 90% de volume commercialisé. Parce qu'on n'a pas eu de contrat pour commercialiser. Vous avez d'autres labels aussi sur le marché qui n'ont pas les mêmes exigences. Donc c'est selon le label qui arrange le client que le client fait sa commande. Un difficile accès au marché pour cette coopérative de cacao causé par l'affluence et la compétitivité des nouveaux arrivants. D'une coopérative certifiée en 2004 à l'avènement de ce concept en Côte d'Ivoire, on compte aujourd'hui 255 coopératives, dont 235 sont certifiées dans le cacao. Avec le cacao, la noix de cajou, le miel, la banane et l'artisanat sont les produits concernés. Pour Oli Oné, seule coopérative de miel certifiée, le marché est une toute autre réalité. Lorsque nous avons le logo du commerce équitable sur nos pots, déjà c'est privilégié par les expatriés. Du larme comme au Kenya, en France, en Inde, on a des commandes qui viennent de là-bas. De manière locale, le commerce équitable n'est pas trop connu. Le volume de production du commerce équitable ivoirien est estimé à plus de 150 000 tonnes.
Ces produits sous forme brute, semi-finie ou finie sont vendus aux supermarchés, aux chaînes hôtelières, mais surtout à l'exportation. Pour le vulgariser, les producteurs ont constitué le réseau ivoirien du commerce équitable, le RIS. En Côte d'Ivoire, il n'y a quasiment pas de consommation de produits certifiés ici. Donc c'est l'un des combats que nous voulons mener, c'est-à-dire sensibiliser la population sur le commerce équitable pour qu'ils puissent consommer aussi les produits de commerce équitable et pouvoir avoir un commerce équitable sud-sud au lieu que ce soit toujours nord-sud. Avec les projets de développement réalisés grâce au commerce équitable, l'initiative des journées du commerce équitable ainsi que la hausse du prix minimum du cacao certifié à 1 200 000 francs CFA à la tonne, le commerce équitable devrait intéresser plus d'un et voir de meilleurs jours en Côte d'Ivoire. Ce mardi 16 juillet, il s'est tenu le lancement du premier cours d'état-major de gendarmerie. Cette formation ne concerne que les officiers de corps et aura pour principal objectif de faire connaître les opérations de maintien de paix. Elle va s'étendre sur une durée de 5 mois. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Élever le niveau professionnel des officiers, exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou international, accroître la formation spécifique liée aux missions de la gendarmerie nationale, conserver un module tactique identique. Ce sont les objectifs que vise le premier cours d'état-major de gendarmerie. Un stage qui prend en compte les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Il est constitué de domaines spécifiques, tactiques et académiques. Le général Alexandre Apalotouri, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a profité de l'occasion pour situer les enjeux de cette formation. Nous sommes militaires, ce qui fait que nous sommes un des principaux maillons de la défense opérationnelle du territoire. On est obligé de rechercher la compétence, de rechercher l'élitisme vrai. C'est pour cette raison que partout dans le monde, il est clamé par la population et par les gendarmes eux-mêmes que la gendarmerie est un corps d'élite. Ce premier cours d'état-major de gendarmerie comptera 608 heures de cours qui se dérouleront durant 5 mois. 30 officiers supérieurs sont concernés par cette formation à l'école de gendarmerie d'Abidjan. 82 officiers subalternes seront eux formés à Torogui. Le but principal de cette formation est la connaissance des opérations de maintien de la paix. Le ministère d'État, ministère de la Défense, conformément à la loi de programmation militaire 2016-2020, recrute pour le compte des armées de Côte d'Ivoire les appelés du contingent 2019. Les dépôts des dossiers de candidature, ce sera du 1er au 15 août 2019 à l'infirmerie du bataillon de commandement et de soutien BCS 6 au camp Gallieni dans la commune du Plateau. Et la visite médicale d'aptitude s'effectuera également sur place. Dans l'actualité politique, la région du Guémont veut tourner la page de 2 décennies d'instabilité. Les élus et cadres resserrent les liens et mutualisent leurs efforts. Ils ont sollicité et obtenu le soutien du RHDP dans cette marche vers une cohésion durable. Kader Sogodogo. La région du Guémont, 4 départements, Bangolo, Diokoué, Fakobli et Kouibli. Une superficie de 7442 km². Une population qui avoisine le million. Pendant plus de 2 décennies, la région est restée confrontée à des tensions qui ont fortement dégradé la cohésion sociale. Les conflits communautaires se sont succédés, faisant de nombreux morts, des déplacés. Les destructions de biens publics ou privés ne sont plus à compter. À présent, après la dernière élection régionale, il faut le rappeler, une élection qui a été reprise, le temps semble venu pour ces populations d'aller de l'avant, de donner dos à la peur et à des tensions inutiles. Le Guémont a besoin de développement. Le Guémont a besoin de l'entente entre ses enfants, ses fils. Le Guémont a besoin de tous ceux qui habitent ici. Le Guémont est en train de donner en fait espoir à toute cette belle région qui dans le temps faisait peur. Le nouveau président du conseil régional prévient. Pendant que Daougro est en train d'être bitumé, Aboisseau, Korogo et même Ouragayo
est reluisant à travers les bitumes qui sont en train d'être faits. Des gens viennent dans la région qui m'est chère pour demander à mes populations de bander leurs muscles. Je dis non, non au machiavélisme, oui au développement. Une nouvelle donne. Le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP. Une opportunité pour le Guémon de tourner le dos à l'incertitude. Faisons donc attention aux discours qui divisent, qui stigmatisent, qui distillent le venin de la haine. Nous devons tous faire et tout faire également pour préserver la paix. Le gouvernement fera sa part pour permettre au Guémon de définitivement retrouver la quiétude. La grande région du Guémon a besoin plus que jamais de rassemblement, de réconciliation, de cohésion et de paix. La population du Guémon a soif de développement. Jeunes, femmes, chefferies traditionnelles et cadres, mobilisés, regardent dans la même direction, celle de la paix et du développement. Le Bolo Super, venu du sud-ouest, les y encourage. Campagne de sensibilisation autour de la paix et de la cohésion également à Ndoussi. Le député Charles Niaoré a échangé avec les leaders politiques et les responsables de la société civile de la ville à Boussanogo. Elles étaient nombreuses, ces femmes militantes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et celles des organisations féminines de Ndoussi à participer à cette rencontre d'échange et de partage avec le conseiller politique du RHDP Charles Niaoré. Une rencontre initiée pour non seulement célébrer ces femmes, mais aussi pour les inviter à la cohésion, à l'union et au rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP pour le développement de la région de Ndoussi. Chacun de nous doit travailler à la stabilité, à la quiétude en Ndoussi. Parce que quand il y a la stabilité, quand il y a la quiétude, il y a le développement. Quand il y a l'entente, quand il y a la cohésion, quand il y a l'union, il y a le développement. Outre cette rencontre qui a permis aux femmes de recevoir de nombreux présents, les responsables locaux du RHDP de Ndoussi et de Golouville ont eu une séance de travail avec le conseiller politique du RHDP qui a porté sur l'implantation du RHDP à Ndoussi. Le RHDP, c'est un parti qui peut nous faire développer de tout ce qu'on fait. Le président Alassane est venu, il a fait que toutes les femmes aujourd'hui, une femme sait ce qu'elle-même doit faire. Le RHDP demande l'union, la solidarité. Dans mon village, il n'y avait pas d'électricité, mais aujourd'hui, à cause de M. Alassane, j'ai de l'électricité chez moi. Au cours de ces différentes rencontres, l'honorable Charles Niaoré a pu communier avec les différents leaders politiques de la localité de Ndoussi, au nombre desquels figure le sénateur Baba Traoré qui l'a encouragé à poursuivre toutes ses actions en faveur de la cohésion à travers le pays. Un mois de religion, pèlerinage à la Mecque, Hajj 2019. Le premier vol inaugural est arrivé à Médine ce mardi matin avec 500 passagers. La Côte d'Ivoire enregistre cette année 9000 pèlerins. 6000 vont quitter Abidjan avec le contingent étatique et 3000 vont effectuer ce 5e pilier de l'islam avec des opérateurs privés. Au total, 11 vols sont prévus à raison de 1 départ par jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h. Très bonne fin de soirée et à demain sur RTI 1.